Bonjour chers élèves, ça va mes grands, ça va mes grandes, vous êtes bien? Alors nous sommes maintenant au bout de notre année scolaire où nous allons aujourd'hui terminer donc notre dernière leçon de SVT, notre dernier chapitre sur l'immunité. Alors, nous allons donc voir avant de commencer notre chapitre, il serait vraiment judiciable de faire un petit rappel du chapitre dernier. Ça va nous aider sûrement. Alors, le chapitre dernier, on avait vu le dérèglement du système nerveux. Alors, c'est-à-dire que le système nerveux a des petites défaillances, disons, il ne travaille pas très bien. Là, par exemple, le premier dérèglement, il réside en la réponse immunitaire excessive. Autrement dit, c'est une immunité par excès. La personne fait une réponse immunitaire pour rien, si l'on peut dire. Et là, alors, ça donne. Et la deuxième partie, le deuxième dérèglement, c'est quand il y a un déficit de la réponse immunitaire, c'est-à-dire un manque d'immunité. Alors ici, regardez bien, un excès, c'est-à-dire trop, il est exagéré. En arabe, on dit ifrat, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup trop d'immunité. Ici, on n'a pas assez d'immunité. Et là, donc, ça va entraîner pour le premier problème, nous allons avoir soi-disant des allergies. Et dans l'autre cas, on va avoir le sida. Alors, on les a tous vus, on a vu ces deux types de dérèglement du système nerveux et comment ça fonctionne. Et ce sont des chapitres très très importants. Alors maintenant, nous allons passer au dernier chapitre. Donc, comme je vous l'ai dit, là, cette fois-ci, c'est un problème qui est causé par les réponses immunitaires. Autrement dit, une conséquence de l'immunité. C'est notre réponse immunitaire qui fait problème. Alors ça réside dans les transfusions sanguines. Alors nous allons voir qu'est-ce que c'est que les transfusions sanguines. Je sais très bien que vous en avez déjà une idée, mais nous allons reprendre tout ça bien en détail. Donc comme d'habitude, on commence par poser la situation problème. La situation est la suivante. Alors, on disait autrefois, c'est-à-dire avant le 19e siècle, les personnes avaient une hémorragie et elles nécessitaient une transfusion sanguine. C'est-à-dire quoi une transfusion? C'est-à-dire qu'on devait leur donner du sang de quelqu'un d'autre. D'accord? On a essayé le sang d'autres animaux, ça n'a pas marché. Ceux du chien, par exemple, et ceux d'un porc, rien. Ça n'a pas marché. Alors, mais avec les humains, cette opération se faisait des fois avec succès, c'est-à-dire ton problème, il n'y a pas de problème, et des fois, elle échouait et provoquait la mort du receveur. Donc, c'est là le problème. On avait un petit problème. Les scientifiques se disaient vraiment qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a ce problème. Donc, on a dit, c'est pour cela qu'on a fait, bon, et voilà. Alors, on pose d'abord les questions, comme d'habitude. Comment expliquer l'échec de cette opération? Peut-on transfuser un sang de n'importe quelle personne à n'importe quelle personne? Quelles sont les conditions à assurer avant chaque transfusion sanguine? Qu'appelle-t-on groupe sanguin? Qu'est-ce que le facteur Rhésus? Je suis sûre que vous en avez entendu parler des groupes sanguins. J'ai le groupe sanguin A, non, moi j'ai le groupe sanguin O, etc. Et positif, négatif, ça veut dire quoi? C'est le groupe Rhésus, Rhésus plus, Rhésus moins. Alors nous allons voir tout ça. Et comment peut-on découvrir notre groupe sanguin? Tout ça, nous allons le traiter tout de suite. Alors voici donc les expériences de Karl Landsteiner en 1901, c'est-à-dire au début du XXe siècle. Alors regardez bien.
Il a tout simplement voulu voir qu'est-ce qui se passe. Il a pris, regardez, ce schéma, enfin ce tableau-là. Alors, il présente d'abord le placement des sujets A, du sujet B, du sujet C et du sujet D. Alors, d'abord, je veux qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire un sujet. Un sujet, c'est pas comme en français, non. C'est le sujet, c'est l'individu, c'est le patient, c'est le malade, quoi. Une personne, on va dire une personne. Le sujet A, on va dire par exemple, il s'appelle Ali, d'accord? Le sujet B s'appelle Mohamed, c'est Fatima, et le sujet D, c'est Samira. On va dire comme ça on est plus près d'eux. On a pris donc le plasma de ces quatre personnes. Et on a pris les globules rouges de ces mêmes personnes. Les globules rouges, on les a isolés du plasma. Vous savez, vous souvenez, le plasma, c'est le liquide qui entoure où nagent toutes les cellules sanguines. Reprenons. Alors, voilà le sujet A. On a pris son plasma, comme vous le voyez, et on l'a mélangé aux globules rouges du même sujet, c'est-à-dire Ali avec Ali. C'est-à-dire le plasma de Ali avec les globules rouges de Ali. Voilà ce que ça a donné. Par contre, les globules rouges, le plasma de Ali avec les globules rouges on a dit Mohamed, et bien là, ils ont donné ceci. Avec le sujet C, il a donné ça, Fatima. Avec le sujet Samira, il a donné ça. Bref, peu importe les noms, mais vous voyez que parfois il y a ce résultat-ci, parfois il y a ce résultat-là. Et ça, c'est pour tous les mélanges. Alors, sauf pour le sujet D, où le mélange a donné une seule réponse. Bref, nous allons essayer de comprendre ça. Monsieur Landsteiner a pris ceci, c'est-à-dire ce mélange des globules rouges ainsi que du plasma, il les a vus au microscope. Regardez ce qu'il a vu. Lorsqu'il a vu au microscope, il a vu tout simplement les globules rouges dans le plasma. C'est-à-dire, ils sont libres. Regardez bien, les globules rouges, elles sont libres, toutes seules, chacune à part. Il a dit ça, c'est pas d'agglutination. Regardez bien dans le deuxième cas. Il a pris par exemple ce cas-là, ou ceci, ou celui-là. Il les a vus par le microscope, au microscope. Qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, il a eu, voilà, vous voyez ces petits amas, des petits points rouges comme ça, un petit peu gros quand même, et il les a vus au microscope. Qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, il a vu tout simplement les globules rouges, tout simplement, mais cette fois-ci, elles sont ramassées, elles sont groupées. On dit qu'elles sont en amas, A-M-A-S. Alors, ce sont des globules rouges qui sont en amas. Alors, il a dit là, ça s'appelle l'agglutination des globules rouges. Donc, reprenons. Des fois, il n'y a pas d'agglutination de globules rouges. Des fois, il y a agglutination des globules rouges. Là, il s'est dit, c'est sûrement cette agglutination qui a entraîné la mort de ces patients que l'on injectait, que l'on transfusait. On dit je transfuse, c'est-à-dire on injecte du sang qu'ils ont transfusé par le sang d'une autre personne. Alors, donc, tout d'abord, nous allons faire notre bilan. Le bilan numéro un. Alors, qu'est-ce que c'est que la transfusion sanguine? La transfusion sanguine est une injection de sang d'une personne à une autre qui en a besoin. C'est une définition qu'il faut apprendre. Alors, deuxième définition. Lorsque deux sangs diffèrent, c'est-à-dire différents, celui de Ali et de Mohamed, ils se mélangent, il peut y avoir soit agglutination ou pas. Et là, je vous ai encadré cette définition qu'il faut apprendre. Là, c'est le plus important. Je vais vous dire le plus important à apprendre dans ce cours, ce n'est pas toutes les explications, c'est surtout ça. C'est quoi l'agglutination? C'est la définition. L'agglutination est donc un accolement en amas des globules rouges dans les vaisseaux sanguins du receveur.
Alors, donc, c'est pour cela qu'une transfusion qui ne se fait pas dans les règles présente un danger pour le receveur et même peut provoquer sa mort. Alors, voilà donc pour le bilan ici. Alors, qu'est-ce que c'est que les groupes sanguins maintenant? Alors, on va revenir aux groupes sanguins de tout à l'heure. Je dois m'arrêter tout de suite et je reviendrai juste après. À tout à l'heure dans la séquence numéro 2.